ça va être difficile pour nous de vous redemander encore quelque chose. Mais ce qui me frappe, c'est qu'à cette question, à cette petite question que je vous avais posée, qui dans mon esprit sans doute supposait justement des segments de culture et de pratique, vous répondez en montrant leur solidarité permanente. Ethnographie, plus qu'anthropologie d'ailleurs, et ça, bon, c'est une belle leçon pour moi qui aurait peiné peut-être à comprendre immédiatement leur distinction. Là, je la comprends bien. Entre ethnographie, littérature et psychanalyse, la circulation doit être permanente. Et ce qui me frappe, c'est qu'au moment où vous avez parlé littérature, vous avez parlé de terrain. Au moment où vous avez parlé d'ethnologie, vous avez parlé, disons, de la façon dont les correspondances baudelairiennes donnent une image suffisante de ce que c'est qu'une configuration sensible ou une distribution du sensible. Et puis au moment où vous avez parlé de la psychanalyse, vous avez remobilisé à la fois ce terrain littéraire et cette sensibilité de l'ethnographe. Donc c'est la circulation entre ces trois cultures qui me frappe encore une fois. Peut-être pour lancer une série de questions, moi j'en poserai juste une qui reviendra à vous demander de préciser un peu cette fugitive référence à Baudelaire qui est venue dans votre discours. Vous vous en souvenez? Vous avez parlé de Baudelaire? 2 fois même. 2 fois. Oui, une fois pour les correspondances retrouvée. Et une fois pour l'enfance retrouvée. Oui. Ah, oui, Merci. Oui. Mais parce que ça me semblait être un moment important de la définition de ce que c'est qu'une configuration sensible et du fait qu'elle existe pour nous dans la lecture en une phrase. L'infini diminutif de Baudelaire. Alors, moi, j'aimerais bien vous demander des précisions sur ce qui vous a fait mobiliser les correspondances baudelairiennes lorsqu'il s'agissait justement de parler de la découverte d'autres configurations sensibles. Là, franchement, pour les correspondances baudelairiennes, c'est vraiment pas moi. C'est-à-dire que là, je faisais plutôt référence à la manière dont, comment dire, ça c'était plutôt une référence à Claude Imbert, commentant Lévi-Strauss et montrant la puissance d'inscription des correspondances baudelairiennes chez Lévi-Strauss et montrant comment l'ethnologie nous donnant à voir d'autres distributions sensibles que celles qui sont, pour ainsi dire, capturées dans l'appareil d'énonciation hellénistique, enfin grec. Baudelaire donnait de manière éminente à voir quelque chose comme une autre distribution sensible en parlant de correspondance. Et c'est la manière dont Claude Imbert avait montré comment ça s'inscrivait dans le texte de Lévi-Strauss à plusieurs reprises. Donc, je sens que vous... Oui, Agnès Mignanzoli voulait dire quelque chose. À ce propos, Claude Imbert m'a dit, pas plus tard que vendredi dernier, qu'elle travaillait sur la traduction possible de Baudelaire ou de Mallarmé dans des langues étrangères. Et il me semble que dans ton exposé, qui m'a beaucoup passionnée, cette question de la transformation, de la métamorphose, même si tu n'en as pas prononcé le nom, est centrale chez Claude Imbert. Enfin, comment un texte poétique peut-il passer d'une langue à l'autre? Et voilà qui m'amène à poser une autre question. Littérature et philosophie, pourquoi seraient-elles à ce point séparées? Deleuze dit des concepts qui peuvent être des personnages. Et après tout, c'est vrai. Il dit c'est aussi important d'inventer un concept que d'inventer un personnage. Mais moi, dit-il, je suis incapable d'inventer un personnage.
c'est beaucoup plus difficile. En revanche, et Claude Imbert est la première, à mon avis, une grande philosophe, à abolir cette distinction, cette barrière, frontière, entre littérature et philosophie. Il y a des correspondances qui sont éminemment présentes chez Nietzsche, chez Montaigne, dont tu as cité le nom, et dans d'autres textes encore. Voilà, donc pourquoi cette distinction? Et une deuxième question, polythéisme. Je suis restée un petit peu sur ma faim. Ah oui. Parce que il faut je lire. me suis demandé, c'est Dieu. Ça renvoie à la polymorphie, à la multiplicité, enfin à notre être polymorphe, à la multiplicité de notre être intérieur, qui n'est ni sujet, mais qui se constitue comme individualité au fur et à mesure de ses avatars, de ses métamorphoses. Alors, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Est-ce qu'ils sont en nous? Pourquoi? Enfin, quel est le rapport? Quelle est la place exactement du polythéisme dans ce propos sur la littérature et la philosophie? Alors, pour la première distinction, Oui, littérature-philosophie. je crois que je vois bien ce que tu veux dire, mais comment dire, il est pourtant vrai que beaucoup de la philosophie s'exprime par concept et articulation de concepts, et qu'il y a des choses qui, en philosophie, sont laissées de côté. Certes. C'est-à-dire que c'est ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire qu'il y a une construction dans l'écriture philosophique qui souvent, encore une fois, nous laisse beaucoup de côté de ce qui est les scènes perceptives, par exemple. Oui. Tu vois, donc il y a tout de même quelque chose qui... Oui. Pardon, c'était difficile à nommer ce quelque chose que la philosophie laisserait de côté. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait deux ordres. Il y avait quelque chose qui, dans votre discours, touchait à toute cette question du sensible, du détail, de la complexité de la situation. Oui. Et il y avait quelque chose d'autre qui moi, m'avait davantage frappé dans le livre, et qui est l'idée de la simplicité, oui. En fait. Et il me semble que c'est là peut-être qu'une vraie division s'opère, ou qu'une vraie différence se manifeste. On pourrait imaginer que le discours philosophique parvienne à la même richesse d'attention, parce que c'est une question en fait d'accepter d'être attentif aux détails, aux sensibles et à la complexité d'une situation. Il y a beaucoup de philosophes qui savent s'y rendre attentifs. Mais moi, ce qui m'a frappée dans l'autre voie, c'était cette idée difficile en fait à comprendre ou à gloser, que la littérature saisit quelque chose de la simplicité de la vie, et que la philosophie tournerait le dos à cette simplicité. Est-ce que tu me permets de réorienter la question sur cette voie, d'en demander un peu plus sur la simplicité? Je te permets tout, mais ceci dit, la philosophie peut être aussi simple. Quand Deleuze dit que la philosophie n'est pas réservée à des spécialistes et qu'elle peut être entendue par des personnes qui ne font pas de philosophie, je crois qu'il rejoint ce que tu dis, Marianne. Enfin, bon. Je reste debout parce que j'ai mal au dos. Et l'autre question. Oui, je verrai. Je répondrai. Elle n'a pas fini, oui. Donc, pour le polythéisme, tu veux dire que tu es resté sur ta faim dans le livre ou bien dans l'exposé? J'ai failli devenir aveugle et je n'ai pas encore pu le lire. Non, alors dans l'exposé, je comprends, parce qu'en fait, j'en ai très très peu parlé. Oui. Dans ça, c'est... Le fait est que, comme vous m'avez posé la question du rapport à l'anthropologie et du rapport à la littérature, y répondant, j'ai laissé de côté des choses qui étaient plus propres au livre et au polythéisme.
Donc la question que tu me posais, c'était sur comment intervenaient les dieux là un petit peu en suspens. Enfin, j'attendais un lien plus explicite, disons, entre ton développement sur littérature et philosophie et polythéisme. Alors pour le coup, comment dire, le polythéisme dans le livre, il intervient dans la mesure où l'expérience auquel il est fait allusion et l'expérience que je cherche à retranscrire dans ce livre a à voir avec une expérience du polythéisme bahianais, donc à Salvador de Bahia, où il y a des cultes possessionnels. Et à partir de cette expérience-là, j'ai écrit ce livre également en parlant, pas exactement du polythéisme, mais d'une pratique de la multiplicité psychique, notamment dans le cas de la cure analytique. Donc si tu veux, les dieux, ils interviennent vraiment sauf quand il s'agit de présider à tous les commencements, les dieux, ils intervenaient dans la partie, comment dire, liée à l'expérience de quasi-terrain. Ensuite, j'ai développé des choses, mais ça n'intervenait pas de manière fondamentale enfin, comment dire, le rapport au polythéisme vivant n'intervenait pas pour moi immédiatement dans la distinction entre philosophie et littérature. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'à vrai dire, j'en ai pas parlé exactement. Ouais. Ce que j'ai développé dans le livre, c'est comment... D'abord, j'ai essayé de retranscrire cette expérience du polythéisme et j'ai essayé de comprendre comment le rapport à des dieux intervenait dans notre rapport à notre propre puissance. Bien sûr, oui. Tu vois ? Oui. Mais ça me donne envie de lire. Non, parce qu'à un moment donné, je me demandais, mais ces dieux, est-ce qu'ils sont... Alors, écoute, là, bon... C'est pas possible. Non, si on est dans... Ah si, on peut continuer, mais ce que je veux dire, c'est que dans la ligne du livre, on est dans le cadre de culte... Bon, j'ai parlé du polythéisme vivant donc à Salvador de Bahia. J'ai parlé un petit peu aussi du polythéisme grec, qui n'est pas exempt d'une certaine touche possessionnelle, comme tu sais. Et les dieux dont il est question dans le livre ne sont pas en nous, mais ils y viennent. Hein. C'est-à-dire que la possession, c'est précisément... La visitation. Ouais. Donc, je n'ai pas du tout, comment dire, organisé ma réflexion, ma démarche en interrogeant la question de leur localisation, mis à part précisément cette certitude que nous n'y montions pas, mais eux descendent. Et donc, c'est plutôt cela. Et sur l'effet que ce rapport à des dieux qui viennent produit dans cette communauté également. Tu vois ? Et donc, si je dois dire quelque chose, c'est que les dieux constituent des zones de puissance. Et que dans ce terrain-là, si j'ose dire, la question de l'existence des dieux et de leur localisation ne se pose pas hors de ce moment où ils viennent prendre possession des initiés dans la cérémonie, si tu veux. Et c'est ça qui était frappant. Et donc j'ai essayé de réfléchir à partir de cela aussi, c'est-à-dire que ce qui organise cette communauté, ça n'est absolument pas quelque chose comme une foi, ce n'est pas du tout quelque chose comme une foi en l'existence, et ce sont des rapports de familiarité. Voilà. Tu vois, et donc j'ai essayé de développer ce concept de familiarité par rapport à tout débat possible sur l'existence des dieux, leur localisation. Voilà, ça c'était... Comme dans un rêve familier. Oui. Merci beaucoup, Je t'en prie. Merci. Oui. Ce que vous avez dit était vraiment très, très riche et ça me donne effectivement envie de lire votre livre. Mais il m'a semblé entendre une sorte de contrariété dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire à la fois une critique de la métaphysique et du concept comme quelque chose qui est cerné d'un trait et qui ne laisse pas la place au sensible, et puis un reste de métaphysique chez vous, en disant notamment quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, donc c'est sur cette chose qui m'étonne,
que la littérature a à voir avec la fondation. Or, la métaphysique a à voir avec un trait fondateur et une origine, mais je ne vois pas en quoi la littérature, l'art, a à voir avec une fondation. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, à vous écouter, il y a à la fois une sorte de réduction du discours philosophique à la métaphysique, alors que pour moi, le discours philosophique peut être du côté de la pensée et du poétique, et donc introduire tout à fait métaphore, sensible, et pas du tout l'exclure du champ philosophique, que la métaphysique platonicienne exclut, puisqu'elle sépare le corps et l'âme pour arriver à l'idée du bien. Donc il me semble qu'il y a une sorte de tension entre un désir que vous avez de sortir de la métaphysique du concept, et puis quelque chose qui est accroché à la métaphysique et qui est la fondation. Mais quelle fondation en littérature? Bon, alors ça, je veux dire que ce que j'ai dit sur le rapport au commencement ou le rapport à la fondation, ça c'est extrêmement incoatif. Enfin, c'était des éléments de ma réponse, mais on ne peut pas dire que c'est très très développé. Vous avez raison de dire que peut-être je réduis la philosophie à la métaphysique occidentale. C'est peut-être tout à fait exact. Il me semble tout de même, encore une fois, qu'il y a quelque chose dans l'exclusivité du rapport conceptuel, dans ce propre de la philosophie qui va encore au-delà de cela. Donc ça, c'est pour le premier point. Et qu'il y ait une contrariété, je le veux bien. Enfin, je veux dire, ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, la contrariété, là, intervient entre deux pans dont l'un est vraiment très très peu développé sur la question de la fondation et du commencement. Alors pour le coup, moi j'ai l'impression, si je réponds de manière, immédiate sur un sujet que je n'ai pas encore assez développé, moi j'ai l'impression que la fondation en question n'est pas du tout de l'ordre de la métaphysique. C'est-à-dire que Mais elle se définit par le trait posé, à partir duquel va être posée l'origine, le discours de la vérité, et c'est pour ça que la technique qui, elle, est opérative, va se fonder aussi à un trait, sauf que elle, ça va être de la mesure et de l'opérativité, alors que la métaphysique va développer un monde de vérité. Mais il y a une fondation, c'est le... Oui, non, qu'il y ait de la fondation à ce moment-là, Oui. Je n'en doute pas. Mais je veux dire, la fondation... Mais qu'est-ce que vous entendez par fondation? C'est ça qu'il faudrait un peu mieux développer, et c'est ça qui fait un peu défaut. C'est-à-dire que j'ai commencé par parler de commencement, de recommencement, et c'est à partir de là que j'ai parlé de fondation. J'ai également parlé, de manière incoative, de faire monde, et de faire monde en une seule phrase. Donc ça, c'est vraiment des choses que je voudrais développer. J'ai l'impression que la partie qui regroupe ethnographie et psychanalyse dans une différence avec la littérature, ça je l'ai plus approfondi que ces points-là, qui sont nettement trop peu approfondis. D'abord, ça, évidemment, quand on pense à fondation et à commencement, et qu'on a commencé par fondation, et quand on a commencé à dire commencement et qu'on dit fondation, c'est que en moi, il y a un mot grec qui insiste, et c'est arché. Donc, je veux dire, d'une certaine manière, ma fondation, c'était une manière de dire quelque chose du commencement et du recommencement. Donc ça serait ma première manière de répondre. Ensuite, mais en littérature, où est-ce qu'il pourrait y avoir fondation? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Oui, dans une phrase, dans n'importe quelle phrase. Oui. Et puis il y a toute la question de l'institution chez Merleau-Ponty que tu as mentionnée. Moi, je ne crois pas du tout que tu as fait que tu es passé par-dessus la philosophie. Je crois qu'effectivement, tu as critiqué un certain type de rationalité philosophique. Tu as mentionné de nombreux autres auteurs comme Merleau, Deleuze, etc., qui sont évidemment, je crois, centraux pour le propos de Frédéric. Et il me semble que tout ce qui concerne l'institution du sentiment, de l'événement, etc., chez Merleau, par exemple, dans son cours sur l'institution de la passivité, ça montre bien que la littérature peut donner une forme. Mais une forme, c'est pas une fondation. Une fondation, c'est quelque chose qui fait origine. Mais alors,
qui fait origine, moi je suis plutôt du côté du commencement. Bon, mais c'est justement ça tout le problème des mots Après, et de tout ce qu'on dépend investit d'à dans partir les de mots. où on prend ta question, en fait, hein, il me semble. Là, j'étais étonné par la généralité de votre propos, qui est sans doute la philosophie. C'est-à-dire qu'on puisse parler de la littérature, de l'ethnologie. À quelles conditions on peut hypostasier ces catégories à ce point-là? C'est-à-dire, est-ce que la littérature est toujours la même chose, et ça, il me semble que ça rentre un petit peu en tension avec le propos avec lesquels je suis très en accord, par contre, qui est cette nécessité d'aller plutôt vers le détail, vers l'expérience de l'œuvre singulière. Alors c'est peut-être Marielle qui vous a poussé C'est de façon des choses comme ça. à répondre sur la question Non, mais je pense du rapport à la littérature. Pardon, j'avais pas entendu. Mais à un moment donné, je suis plus sûr ou alors parce que je ne suis pas français, mais je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est que la littérature. Sinon, mais je pense que ce que je dis n'est pas une blague, c'est vraiment quelque chose qui appartient profondément à une pensée philosophique française de concevoir un débat entre la littérature, l'anthropologie, et la preuve, c'est que vous avez cité des Lévi-Strauss ou Merleau-Ponty qui discutent là-dessus. C'est une tradition française, d'une certaine manière. Bon, je ne sais pas, j'ai l'impression que le monde me laisse un petit peu à l'extérieur, je ne sais pas. Non, c'est vrai que parler de la littérature, de l'anthropologie, de l'ethnologie, ce sont des grandes rubriques, hein. Je ne suis, bien sûr, il y a beaucoup de variétés et je suis trop attachée aux singularités pour ne pas entendre ce que vous dites. Non, mais en même temps, on comprend bien ce que ça veut dire en termes de culture théorique, ou de patrimoine théorique et de pratique. Ça veut dire qu'est-ce que vous faites avec les textes. On comprend bien que c'est pas la littérature, c'est les textes littéraires, c'est certains textes littéraires. Mais ceci dit, là, on encercle un peu Frédérique, alors qu'elle a fait des propositions très... Non, mais il y a un risque de généralité, c'est vrai. Juste pour rebondir, juste sur ce que dit Marielle, c'est... oui, je crois qu'on ne peut pas à chaque fois revenir, refaire exactement la même conférence à chaque fois, c'est-à-dire en prenant un certain nombre de précautions. Je pense qu'on est à un niveau, entre guillemets, où on peut savoir de quoi tu parlais sans que tu aies besoin, en quelque sorte, de nous dire, de tout développer, je dirais. Ou alors, peut-être parce que je me situe, comme Marielle, comme Frédéric, dans une certaine culture, et je ne parle pas de France, pas France, etc., mais dans un certain courant de pensée qui fait qu'intuitivement, je sais de quoi tu parles alors. Bon, c'est juste ça que je voulais dire. Sinon, on va toujours parler de la même chose. Moi, je voulais ajouter quelque chose qui rejoint un peu cette thématique du réduction de la multiplicité, mais jusqu'où? Parce que moi, je suis comme Giovanni tout à fait sensible à ce que vous avez dit sur cet éloge de la multiplicité des configurations sensibles, de la, la porosité entre affect, percept, concept, toutes ces propositions-là. Et je me demande ce que vient faire le concept de polythéisme par rapport à cet éloge de la diversité ou de la multiplicité ou de l'instabilité des configurations, dans la mesure où je ne sais pas du tout si vous l'utilisez dans le texte ou si c'est quelque chose que Marielle a souligné, mais moi j'ai noté d'emblée, c'est une sorte de parallèle entre polythéisme et polyphonie. Non, c'est quelque chose que je fais absolument dans le livre. Bon, alors je voudrais savoir un peu comment, parce que moi, comme ça, disons, il y a une histoire très complexe de la polyphonie, mais la première chose à laquelle on pense en termes de polyphonie, c'est l'idée qu'il y a des voix multiples, bien sûr, mais elles sont limitées. Il n'y en a pas... Enfin, il y a après des tas de choses qui sont passées, genre de la micro-polyphonie, enfin, on peut imaginer toutes sortes de configurations entre des voix nombreuses, mais a priori, la polyphonie, quand vous êtes sur une texture polyphonique, il y a 8 voix, il n'y en a pas 16, et les 8 sont au début et vous les retrouvez à la fin. Bref, c'est une réduction de la multiplicité potentielle. Et dans le même sens, il me semble que les polythéismes sont, sauf erreur, des systèmes où il y a beaucoup de dieux, mais ils ne sont pas infinis, ils ne sont pas tout le temps, enfin ils se transforment les uns les autres, mais tout ça est maîtrisé, est codé, peut être étudié, etc. Donc bref, pour revenir à votre livre, il y a des dieux
Qu'est-ce que fait le il y a, c'est-à-dire cette affirmation de leur existence, de ces dieux-là? Qu'est-ce qu'un dieu finalement? Excusez-moi de faire une question aussi tard. Qu'est-ce qu'un dieu dans ce contexte? Et qu'est-ce que il y a de votre titre vient dire par rapport à cette idée? Je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais que le polythéisme, c'est non seulement la multiplicité des dieux, mais la maîtrise de leur multiplicité, donc une forme de limite aux multiples. Bon, alors d'abord, moi je n'ai pas du tout parlé de ça dans l'exposé parce que je répondais aux questions, mais en effet, dans le livre, je mets au rapport le polythéisme et ce que j'ai appelé la polyphonie psychique. Mon terme de polyphonie psychique n'est pas technique, donc je ne suis pas une technicienne de la musique. Donc je voulais juste parler d'une pluralité de voix, en effet pas un illimité des voix. Sur le polythéisme et le nombre limité, oui. Dans le cas du polythéisme grec, on le sait bien, et dans le cas du polythéisme baïanais, c'est également le cas. Il y a un nombre fini de dieux, en effet. Dans d'autres polythéismes, il peut y en avoir un plus grand nombre, j'ai entendu dire, comme par exemple dans le polythéisme en Inde. Là, il y a beaucoup plus de dieux, mais ça, je n'ai pas eu d'expérience et je ne suis pas assez savante sur ces matières-là. Et encore une fois, ce que j'ai essayé de mettre en rapport, c'est l'expérience d'une pluralité de dieux dans le polythéisme grec et le polythéisme vivant, et l'expérience d'une multiplicité psychique qui résiste à la rigidité d'une partition, au profit de quelque chose qui ressemble plus à une harmonie résultant de plusieurs voix, encore une fois sans entrer dans un registre technique. Et la question que j'ai essayé d'aborder, c'est quels effets d'intérieur y a-t-il dans une société polythéiste? Tout ça s'opposant, et dans les sociétés polythéistes auxquelles j'ai pu avoir rapport d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire grec et baïanais. Il y a des dieux. Donc il y a des dieux, il fallait un titre, mais en fait c'est une réduction, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a un passage d'Héraclite qui est cité chez Aristote, et le titre est une sorte de réduction de cette citation. Héraclite disant à des visiteurs, on n'est pas très sûr de l'endroit qui est exactement désigné, mais entrez, ici aussi il y a des dieux. Certains disent que c'est, on peut dire, dans la cuisine aussi, enfin on a pu comprendre que c'était ça, dans la cuisine aussi il y a des dieux, ça peut être autre chose. Donc en tout cas, ce titre, il a en tête, si j'ose dire, cette citation d'Héraclite. Ici aussi, il y a des dieux. Ça veut dire qu'il y en a ici, il y en a ailleurs, il y a des dieux. Et il y avait quelque chose dans le il y a, sans entrer dans un concept de la philosophie, qui était une manière justement de ne pas dire qu'ils existent, de ne pas le dire comme ça, de ne pas dire Dieu existe ou les dieux existent, mais il y a des dieux, comme une espèce d'ouverture d'une pluralité divine, où là la question ne se pose pas de savoir si on y croit, s'ils existent, mais ils sont insérés dans des pratiques, ils sont dans une familiarité. Voilà. Donc ce titre, il veut dire ça. Qu'est-ce qu'un dieu ? On m'a déjà posé cette question. Et en fait, j'ai déjà un petit peu répondu. Enfin, j'ai donné ma réponse, qui n'est pas forcément excellente. Mais en parlant à Agnès, c'est-à-dire que je pense que les dieux, ce sont des zones de puissance. Et là, je fais référence à un texte d'ailleurs que je cite de Vernon, qui parle du polythéisme grec et qui insiste sur cet aspect-là, c'est-à-dire que les dieux sont des puissances, et moi je rajoute cet élément qui ne les localise pas à proprement parler, mais je répondrai cela, je ne sais pas si c'est suffisant. Comme c'est le livre en fait qui semble Mais oui, éveiller la curiosité de tout le monde, moi je vous demanderais volontiers comment adressez-vous ce livre ? C'est-à-dire, comme c'est un livre qui
à plusieurs reprises, débouche sur une réflexion sur nos rythmes actuels, nos gestes à nous, etc. Est-ce que vous suggérez qu'il faudrait qu'on fasse comme s'il y avait des dieux pour nous aussi? Enfin, Alors, comment vous Ça, accrochez cette réflexion c'est à votre critique des formes de la vie actuelle, de sa pauvreté en rite et en lien? ça, c'est une vraie bonne question et c'est difficile parce qu'on ne va pas décider que à présent, après avoir vu le bénéfice social et psychique de certaines communautés polythéistes, on va se mettre à comment dire, fonder des rituels, des rituels. Hein. Donc, je ne dirais pas cela, bien sûr. En revanche, je crois fermement ce que j'ai écrit dans ce livre, à savoir que nous n'avons plus qu'un seul rituel, le travail, et nous n'avons plus qu'une seule fête, la consommation. C'est-à-dire que si je devais dire... Enfin, là, vous posez la question du devenir politique possible. Évidemment, ce serait bien, je pense, que nous sortions de cette impasse. Ça c'est clair. Simplement, c'est comme créer de nouvelles valeurs. Comment tisse-t-on des rituels qui articulent une vie en société? Parce que je pense que le rituel est quelque chose de très très important pour organiser une vie sociale, en effet. Mais comment tisse-t-on des rituels? Et bien sûr, vous imaginez bien que tous les pseudo-rituels dont on parle, ça ne me paraît pas être de l'ordre à constituer un tissu social. Donc c'est une vraie bonne question, mais c'est vraiment comment crée-t-on des valeurs? Comment tisse-t-on des rituels? Comment change-t-on le registre d'organisation sociale? C'est du pain sur la planche. Mais c'est une vraie question. C'est peut-être pour ça que Elisabeth tiquait sur le mot de fondation ou de commencement, parce que c'est au fond une des atteintes. Peut-être non pas de répondre, hein, mais est-ce que si ces voix existent, est-ce que se mettre à l'écoute de ces voix déjà, Oui. à la fois les siennes et comment, et celles des autres, Mais certainement, ça certainement. Tout à fait. c'est le minimum. Et en tout cas, pour revenir sur la fondation, où encore une fois le propos est vraiment incoatif, je pense que dans la fondation, j'entendais pas l'origine, mais le commencement. C'était vraiment... Alors c'est peut-être en commencement et pas au commencement. Et Ah, c'est sur pas- la Bible, oui, c'est sur pas- la oh, Bible, non, le c'était pas- début justement non, de la Bible, il y a des tas de livres qui disent c'est pas au commencement, c'est en commencement, et c'est très différent. C'était pas au commencement, non. Et je citais d'ailleurs cette petite phrase-là qui disait que les dieux sont là à chaque fois qu'il y a un commencement. Mais est-ce que c'est pas plutôt naissance? C'est-à-dire quelque chose qui est en train de... Je ne sais pas, je dois continuer à réfléchir à cette question-là. Vous avez bien pointé un lieu... J'ai beaucoup aimé, j'ai très envie de lire le livre et il y a une chose qui me frappe, c'est-à-dire l'absence dans la problématisation de la question du polythéisme, de la question weberienne de la modernité. Parce qu'on a eu un diagnostic de la modernité qui a justement fait appel à la notion de polythéisme. C'est Weber qui réalisait Nietzsche. Et son analyse, c'était que la modernité ne pouvait plus se passer de cette notion parce que les biens s'étaient pluralisés et parce que la rationalité occidentale avait finalement détruit une sorte de coexistence possible dans les cultures traditionnelles. Et donc, je me demande de manière plus précise comment vous vous situez par rapport à ce diagnostic et quelle est votre proposition, votre propos de réactualisation du rituel par rapport à cette idée de la modernité. Franchement, hein, j'ai pas vraiment réfléchi à ça à ce moment-là. Je me suis vraiment... Le livre, je l'ai vraiment écrit
par rapport à mon expérience du polythéisme grec et par rapport à mon expérience du polythéisme sur le terreau. Donc j'ai pas... Il y a la question du désenchantement du monde, donc oui, oui. La possibilité. S'il y a de Dieu, comment c'est possible aujourd'hui dans un monde qui s'est toujours auto-représenté, défini comme rationalisé, désenchanté? Encore une fois, l'expérience que j'ai eue d'un polythéisme vivant a vers l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a des zones du monde où le polythéisme est pratiqué, même dans notre monde. Donc c'était pas exactement mon propos. Peut-être que la solidarité entre une réflexion sur parce que c'est pas une réflexion sur le polythéisme, c'est une réflexion sur l'expérience psychique d'une forme de vie polythéiste. Qu'en est-il de l'intériorité lorsque l'on pense et que l'on vit qu'il y a des dieux tout autour? Voilà, okay. Et sans doute l'idée qu'il y a une solidarité ou une ressemblance entre cette expérience psychique et ce qui se passe dans l'analyse, dans la psychanalyse, c'est ce qui fait de cette question du polythéisme autre chose qu'un archaïsme par rapport à notre modernité. Je pense que l'une des beautés de ce livre-là, c'est de dire on va voir ailleurs aujourd'hui quelque chose qu'on a eu l'habitude justement pour nous-mêmes de penser comme un avant qu'on aurait dépassé, mais dont on comprend qu'il nous dit quelque chose du rapport à soi ou du rapport qu'on dit à soi, dont on fait l'expérience ailleurs, dans l'analyse, dans la littérature, parce que pour moi c'est comme ça que je l'avais perçu, aussi le rapport à la littérature comme un rapport à la multiplicité, et qui fait que tout à coup tout un ensemble humain contemporain n'est plus notre passé. Enfin, pour moi c'est cette solidarité entre ce qu'on a l'habitude de penser comme étant ancien et une relecture de la psychanalyse un peu dédramatisée aussi qui fait vraiment la singularité de cette proposition. Voilà, il n'y a pas une ancienneté du polythéisme et une modernité rationnelle, il y a en fait à réfléchir sur d'autres modes de conceptualisation de l'intériorité. Quels sont les effets d'intérieur dans une communauté qui pratique des rituels polythéistes? Non, mais pardon d'avoir posé la question. Pas du tout. C'est quelque chose surtout à l'école des sciences sociales, ça fait partie un peu de lieu commun, des clichés sur notre monde. Non, mais c'est très éclairant justement de le rapprocher. Ouais. Juste pour enchaîner, et pour faire écho à ce que disait Esteban sur polythéisme, polyphonie, à ce que tu viens de dire, Marielle et Frédéric, et voilà, je me demandais si le polythéisme n'avait pas cette largesse, cette ouverture de pouvoir englober même les incroyants, les agnostiques, à la différence du monothéisme. Et c'est ce qui ferait en fait sa fécondité. Tu es d'accord, Frédéric? Écoute... Je sais pas, hein. C'est un peu audacieux. Non, ce qui est audacieux, c'est que si tu veux, dans une communauté polythéiste comme celle que j'ai vue, il y a des liens d'obligation et... Ah oui, d'accord. Tu vois, donc tout de même, c'est assez... Ça repose sur une croyance. Non, je dirais pas que ça repose sur une croyance, mais ça repose sur des pratiques qui lient, tu vois, des solidarités. Il y a obligation de donner, obligation de recevoir, il y a tout ça. Tu vois, il y a des choses qui obligent au niveau social. Alors de ce point de vue, tout de même, soit on est dedans, soit on est dehors. Ah oui, mais comme c'est poli. Oui, mais tout de même, à un certain moment, si tu veux, tu es dans une initiation, tu as tel ou tel rapport avec telle ou telle personne, des rapports codifiés, tu vois. Donc il y a une telle codification tout de même des relations au sein de la communauté que tout de même... Oui, j'ai poussé un peu loin le bouchon, pardon. Oh non, mais c'est passionnant.
En revanche, je pense qu'il y a en effet pas le même mode d'exclusion que dans le cas du polythéisme, mais je ne voudrais pas être là encore une fois trop imprécise. En revanche, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que tout ça se réfléchit aussi dans une manière de résister à l'injonction à l'unité. Voilà. Tu vois ? Et donc ça vaut au point de vue psychique, ça vaut au point de vue religieux. Et donc ce qui m'a aussi frappé entre le polythéisme de là-bas au Brésil et le polythéisme grec, c'est qu'il y a cette caractéristique que le polythéisme ne s'oppose pas au monothéisme comme une pluralité de dieux s'oppose à une unicité d'un dieu, à l'unicité d'un dieu, mais que l'opposition, et ça Roudart le dit, et c'est absolument vérifiable, et moi je l'avais vérifié, c'est-à-dire l'opposition, elle se fait entre la distinction nette entre une unité et une pluralité et l'indifférence à cette distinction. Et donc l'opposition entre monothéisme et polythéisme, elle est là. C'est-à-dire est-ce que vous tenez mordicus à cette opposition entre unité ou pluralité, ou est-ce que d'une certaine manière il y a une forme d'indifférence? Et le polythéisme, c'est ce cas-là. Mais c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez, la manière dont j'ai théorisé. Est-ce que c'est pas... Je t'en prie. Cette indifférence que tu viens de mentionner, est-ce que c'est pas elle aussi qui fait que dans le livre, on a parfois l'impression que tu parles du christianisme, donc de choses qui sont beaucoup plus proches de nous, de la même manière que tu parles de l'expérience polythéiste, du rite dans le christianisme, et de la même manière, tu en parles de la même manière que de la manière dont tu parles du rite dans le polythéisme. C'est vrai. J'écoute, c'est toi qui dis, c'est toi qui le vois mieux. Moi je me rappelle juste avoir dit sur la distinction, sur le rapport au christianisme, que toute la cosmologie s'était trouvée concentrée sur le corps du Christ. C'est tout ce que je me rappelle. Oui, c'est vrai, mais enfin, il y a une chose aussi qui m'intéresse, c'est que ce pourquoi le rite t'importe dans ce livre, c'est essentiellement la naissance, la mort. Oui, surtout, oui, tu as raison. Et sur ce point-là, tu en parles depuis ce que tu évoques de souvenirs, d'expériences personnelles, dans un contexte qui est celui du christianisme. Et évidemment, tu le fais valoir aussi pour les configurations polythéistes. Il ne reste pas moins que c'est à partir de ce site chrétien déserté, j'imagine, enfin plus ou moins déserté, que tu en parles. Ça, c'est mon expérience du rituel avant celle du Terreiro. C'est sûr que c'est une expérience chrétienne. Mais je crois bien par ailleurs, c'est vrai que j'en parle, je parle beaucoup de la nécessité des rituels au moment de la naissance et au moment de la mort, et en effet, je le pense très fortement. Mais je vois bien aussi qu'il y a, en tout cas dans d'autres communautés, bien d'autres moments où les rituels interviennent. Et même pour avoir travaillé sur Plutarque, je me rappelle de rituels très complexes d'ailleurs, décrits, qui restent très mystérieux, où en effet il s'agit de toute autre chose. C'est un beau livre, je n'ai pas le temps de faire toutes les remarques. Il y a quelque chose de très mélancolique aussi, il m'a semblé, dans la fin de ce livre. Il faut le dire. Ça c'est vrai. Pour combattre le désir d'unité, donc tu ouvres à une pluralité, et je voulais savoir pourquoi tu maintiens vraiment la notion d'intériorité qui se je ne la maintiens pas. Non, Je la maintiens pas. D'intérieur. D'intérieur, parce que intérieur, à partir du moment où tu parles du sensible, de la rencontre avec le monde, et ce que Merleau-Ponty appellerait la chair, comment tu peux maintenir intérieur? Parce que je crois tout de même que dans beaucoup de textes et dans beaucoup d'expériences que j'ai vues relater, c'est difficile de ne pas employer quelque chose comme un intérieur. Après, il faut vraiment
réfléchir à la manière. Mais en tout cas, j'essaie bien enfin, on dira que c'est peut-être un peu désespéré, mais de remonter du concept d'intériorité au moins à celui d'intérieur. Et pour faire la différence. Et de dénuder la question. Oui, Pas oui, qu'y tout à fait. a-t-il, Aussi peut-être maintenir la distinction quand même, tout en montrant, par exemple, chez les Grecs, qu'il y a vraiment des effets de topologie complexes, notamment sur la question du démon, du daimon grec. Là, pour le coup, il y a beaucoup de bougées dans la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Je crois qu'on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup. Merci à vous. tous et merci surtout à vous, Frédéric.